Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau résumé de la Transat Jacques Vabre. Donc aujourd'hui il n'y a pas eu de... Enfin de cette journée il n'y a pas eu d'abandon, ni de casse majeure, donc tout va bien. Le classe 40 qui était en escale dans les à Madère est reparti. Donc on va commencer tout de suite par la revue des bateaux quoi. On va voir les bateaux enfin les différentes classes. Donc on commence comme d'habitude par les multi 50. Dont le premier groupe c'est GCA 1001 Sourire avec Gilles Lamiré et Antoine Carpentier sont en train de sortir tout doucement du poteau noir. Ils y sont rentrés hier soir comme prévu et ils sont en train de ressortir actuellement, doucement mais sûrement. Donc ils sont actuellement à la vitesse de 15 nœuds 1, donc ça commence à sentir bon la sortie. Et sur les fichiers on voit clairement que l'Alizé commence à reprendre, donc l'Alizé du Sud. Ils ont fait une moyenne sur une heure là donc de 15 nœuds 3, donc c'est vraiment enfin en VMG de 15 nœuds 3, donc c'est que vraiment c'est en train de ressortir quoi. Et 13 nœuds 9 sur 24 heures, donc ils ont été très très peu ralentis hein. C'est un poteau noir relativement coopératif qui n'a qui les a juste un tout petit peu ralentis de place en place, mais vraiment pas grand chose, et c'est plutôt voilà un poteau noir très coopératif. Par contre on a le retour de Thibaut Vauchel-Camus et de Frédéric Dutil sur Solidaire en peloton qui sont à 89 000 derrière, donc qui ont rattrapé 50 000 au début, mais là qui risquent de se refaire distancer, sauf si le poteau noir reste ouvert pour eux. Actuellement ils sont à 14 nœuds 4 depuis 5 minutes, et on va regarder depuis 1 heure 12 nœuds 9, donc ils se refont distancer actuellement, et sur 24 heures 16 nœuds 7. Par contre ils sont un peu plus rapides en vitesse moyenne depuis 24 heures, à voir si est-ce qu'ils vont avoir un peu moins de poteaux noirs que Gilles Lamiré et Antoine Carpentier. Si c'est le cas, ça peut relancer complètement le match. Même s'il y a encore 89 000 d'écart, donc ils sont quand même relativement à l'abri en tête hein. Mais bon, tout peut arriver, c'est de la course sur large. Jusqu'au dernier 1000, tout peut arriver. Euh, dites ça à Lionel Lemonchois. Même s'il n'allait pas gagner, mais dites-lui quand même. Jusqu'à l'arrivée, tout peut arriver. Donc il faut faire attention. Et Sébastien Rogue sur Primonial avec Mathieu Souben. Son tour 3, son troisième, son dernier de la classe multi 50. Sont même derrière le premier Imoca, donc derrière Charal. Et sont assez loin quoi. Sont très loin. Et c'est suite à leur escale. Donc je pense quand même que là on a à peu près le classement à l'arrivée, je pense. Même si voilà, je dis les deux premiers, ça peut peut-être sur un coup de poteau noir où il y en a un qui tombe dans une grosse molle pendant longtemps et l'autre qui y passe. Mais bon, là Gilles Lamiré a l'air de ressortir quoi. Donc je pense que ça va. On a le classement de l'arrivée. Peut-être que je me trompe, peut-être que je parle trop vite, mais on verra. Donc on va passer tout de suite aux IMOCA, parce que là du coup maintenant, alors maintenant je vais vous parler du coup de la suite quand même pour les multi 50. Ça va être un bord travers, ou un peu ouais du travers, puis plutôt des allures un peu plus portantes. Donc ça va être du droit alors hein. Maintenant plus trop d'options, ça va être de la vitesse. Normalement c'est de la vitesse pure jusqu'à l'arrivée à Salvador de Bahia. Bon, on continuera à suivre un run de vitesse, on verra qui ira le plus vite entre les deux bateaux. Du coup, on va passer aux IMOCA, toujours mené par Charal, donc qui a actuellement 121 000 d'avance sur Apivia, donc de Charlie Dalin et Yann Eliès. Donc Charal qui va actuellement à 18 nœuds 9,
et qui a fait une moyenne sur 24 heures en VMG 18 nœuds 5 et sur 1 heure 18 nœuds 6. Donc ils avancent plutôt bien. Je doutais de toute façon qu'ils allaient être très forts et ça se confirme. Un bateau qui est fiabilisé, qui a plus d'1 an. Beaucoup d'entraînement, beaucoup d'expérience pour les deux skippers. Ça parle. Ça parle et je pense pas beaucoup de casse parce que pour obtenir des vitesses, de bonnes vitesses comme ça, je pense qu'il y a pas beaucoup de casse. On va aller voir, on va faire du coup la tête quoi. Enfin les 5 premiers parce que les 5 premiers sont très intéressants et après on ira voir un autre bateau qui est très intéressant aussi. Donc Yann Eliès et Charlie Dalin, donc qui eux ont fait du 15 nœuds 9 en VMG sur 1 heure, 16 nœuds 3 en VMG sur 24 heures et qui montent actuellement à 19 nœuds 4. Ils se sont bien fait distancer. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'ils se sont fait distancer comme ça. De un, le manque de connaissance de ce bateau. Bateau sorti en août des chantiers. Donc ça fait 2 mois, presque 3 mois d'entraînement avant la course. C'est pas beaucoup. Pour un IMOCA, c'est pas beaucoup. Il peut y avoir ça. La deuxième solution, c'est des conditions météo qui sont pas les mêmes pour les deux bateaux. Des conditions météo meilleures pour Jérémy Bayou et un peu moins bonnes pour Charlie Dalin. Ça, c'est une deuxième solution. La troisième solution, ils ont de la casse. Ça, faut y penser. Ils nous le diront pas. C'est pas le genre à s'exposer sur leur casse. Quand ils ont un problème, ils le disent pas. On le saura peut-être à l'arrivée. S'il y a de la grosse casse ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui pourrait les handicaper et qui ferait que ils ont perdu pas mal de distance sur les autres. Et il y a une quatrième option auquel il faut penser aussi, c'est peut-être que Apivia est moins bon que Charal. Le bateau est peut-être moins bon. Ça me fait mal de le dire parce que j'ai le petit espoir au fond de moi que Charlie sera le prochain vainqueur du Vendée. J'aimerais beaucoup. Je m'en cache vraiment pas. J'aime pas m'en cacher. Parce que ça serait le deuxième vainqueur normand du Vendée Globe, après Christopher Hoguin. Donc, après Christophe Hoguin, oui. J'ai dit Christopher. Donc non, c'est Christophe Hoguin. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit le deuxième vainqueur du Vendée Globe. Donc ça me fait mal de dire peut-être que le bateau est moins bon. Mais le bateau est optimisable, clairement. Je pense encore, sur 1 an. Ils peuvent encore l'optimiser un petit peu, donc voilà, je vais pas m'en faire. Et de toute façon, je pense qu'on saura. S'il y a eu un problème, on le saura à l'arrivée à Salvador de Bahia dans environ 4-5 jours. Ensuite, nous avons le troisième, donc Charlie Enright et Pascal Bidégory sur l'ancien Hugo Boss. Donc qui à certains moments ont doublé Apivia, qui sont un peu plus dans l'ouest là, mais qui ont fait quelques manœuvres pour se recaler et qui actuellement sont moins rapides. Donc peut-être que d'ailleurs les problèmes sur Apivia sont réglés, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a eu des problèmes à un moment, ils ont réglé les problèmes et là du coup ils sont repartis, mais ils sont loin. Ils se font distancer clairement. Donc très belle course quand même hein, pour un bateau pour des skippers qui ont pris le bateau en main, c'était au mois de juillet, je crois. Je crois que c'était c'est vers le mois de juillet, je crois qu'on a commencé à avoir des images de ce bateau sous ces couleurs-là. Donc c'est plutôt pas mal, ils font une belle course. Mais le bateau est très bon aussi, hein, faut dire. Mais bon, le skipper, les skippers, enfin, je connais plus Pascal Bidégory en termes de navigation, mais Charlie Enright a l'air d'être très bon aussi, donc les deux, ça fait un bon duo, quoi. En quatrième position, on a une très belle bataille donc entre le quatrième et le cinquième, où on a Clarisse Kremer et Armel Lecléache en bataille avec PRB, Kevin Escoffier, Nicolas Lunven. Donc 14-9 pour PRB
15 nœuds 8 pour Banque Populaire. Donc Banque Populaire avec ses dérives droites qui se défend magnifiquement bien. Et qui est même derrière son sister ship, qui est même devant son sister ship avec des foils. Donc sérieusement, franchement, moi j'applaudis clairement, hein. Bravo les, bravo. Franchement génial, belle course, clairement. On va aller voir un peu les vitesses moyennes, mais ils se défendent bien quoi. 15 nœuds 1 sur 1 heure, 14 nœuds 3 sur 24 heures en VMG. Et là, nous avons 14 nœuds 3 et 13 nœuds 9. Ouais, ils vont plus vite. Banque Populaire sur un bateau. Donc c'est la même génération. Les deux bateaux sont de la même génération, mais il y en a un qui est à dérive droite et un qui est à dérive à la foil. Donc PRB est à foil, Banque Populaire est à dérive droite, mais Banque Populaire va quand même plus vite. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérience d'Armel qui joue et c'est vachement bien. Je suis super content pour Clarisse. On a des photos de Clarisse. Je vois des photos des fois sur des photos qu'elle poste, enfin qu'elle poste et qu'on voit du coup. Et elle a le sourire, elle a l'air d'être heureuse en mer et tout. Ça fait franchement plaisir. Ça fait franchement plaisir de la voir comme ça. Et du coup, on a fini un peu pour les IMOCA de tête. Magnifique course aussi de. Alors vous savez, hier j'ai dit ouais c'est bizarre. Pourquoi ils vont dans l'est Fabrice Amédéo, Eric Perron. Et finalement c'était peut-être la bonne option d'aller jouer un peu plus dans l'est. Parce qu'ils remontent pleine balle. Ils sont super rapides. Ils naviguent super bien finalement. Franchement, 18 nœuds là actuellement. Avec le bateau de devant qui a 12 nœuds quoi. Bon, c'est sur 5 minutes hein, et c'est pas la VMG. Mais on va regarder si c'est une constante. Donc 14 nœuds 9 sur 1 heure. 13 nœuds 6 sur 24 heures. Et voilà, 17 nœuds, 14 nœuds 1 quoi. Donc clairement, ouais, ils vont plus vite. Ils vont plus vite. Donc très 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 belle course de Fabrice Amédéo et Eric Perron. Et on a aussi un magnifique retour, clairement magnifique retour de Thomas Ruyant et Antoine Coche sur Advance for Cybersecurity. Et du coup, bah, qui remonte du feu de Dieu après leur option Ouest ratée. Ils remontent vraiment très 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 fort. La meilleure moyenne, je crois, sur 24 heures, il me semble. Ou pas loin. Enfin, de ce que j'ai lu, meilleure moyenne sur 24 heures. Enfin, c'est. Ça fonce, quoi. Ils foncent. Pour essayer de rattraper leur retard. Et ils reviennent. Donc, c'est plutôt cool. Si ça peut payer pour eux, tant mieux, hein. Et bon, de toute façon, on a une partie du groupe de l'Ouest qui revient quand même assez fort. De toute façon, c'était des foilers, donc c'était un peu à se douter que ils allaient tirer un peu sur la machine. De toute façon, la Transderiva, pour beaucoup, c'est un test avant le Vendée Globe et du coup ils se privent pas pour tirer un peu sur la machine pour voir ce qui casse. Ils préfèrent casser sur la Jacques Vabre et avoir un bateau fiable sur le Vendée Globe que de pas trop tirer, de pas voir ce qui peut casser quoi. Donc là ils tirent fort et ils voient ce qui casse. Et actuellement bah, ça a l'air de fonctionner quoi. Ça a l'air de bien fonctionner pour eux, c'est plutôt cool. Et derrière, bah, donc là on a un gros groupe qui est en train de se former quoi. Donc dans le poteau noir, ici ça va être plutôt un groupe intéressant à suivre. On va voir s'il y en a qui sont arrêtés et tout, ça peut regrouper vachement. On a toujours la magnifique course de Jean Le Cam et Nicolas Troussel sur un bateau à dérive droite de 2008. Enfin, c'est. Voilà, là on a l'expérience du roi Jean et de Nicolas Troussel, hein. Même si Nicolas Troussel a pas fait beaucoup d'IMOCA, mais on a l'expérience du roi Jean. Damien Seguin et Johan Richomme qui font aussi une magnifique course sur leur bateau à dérive droite. Enfin voilà, il y a du beau niveau. Là, on a deux bateaux du coup de 2008. Enfin, de la génération du Vendée Globe 2008. Et là, on voyait pas, mais Louis Burton est sur son bureau valet de donc le dernier bateau vainqueur du Vendée Globe qui est 13e. Mais qui est du coup bah,
qui avait pris l'option ouest, donc c'est un peu normal qu'il soit là, quoi. Et après, bah, on a un deuxième groupe là qui vient de passer les îles du Cap-Vert, enfin qui vient de passer les îles nord du Cap-Vert, et emmené par Arnaud Boissière, suivi par Maxime Soral, qui fait une très belle course aussi, sur un bateau de 2008 aussi, qui a fait une escale à Brest, et qui remonte magnifiquement bien, qui a rattrapé des bateaux à foil comme Alan Roura et Sébastien Digan sur La Fabrique, et Arnaud Boissière et Xavier Macaire sur la Micaline Artisan Artipol, je crois. Ouais, ils ont juste mis la Micaline, mais ouais, après il y a l'Artisan Artipol, je crois. Et du coup, bah, il magnifique remontée, quoi. Il navigue vachement bien, quoi. Pour un skipper dont c'est la première grande course au large, après, ils ont fait la Fastnet Race, mais c'est la première transat sur un IMOCA. Bah, franchement, bravo, chapeau l'artiste, quoi. Et là, on a un petit groupe, donc avec c'est Un Monde Sans Sida, mince, voilà, For My Planet, c'est ça. Donc avec Alexa Baer et John Mully. Et pas la Fabrique, mais Campagne de France, Miranda Meron et Alvar Mabir. Donc là, tous les IMOCA, leur objectif c'est d'aller le plus possible dans l'ouest, pareil, toujours pour passer le poteau noir. Les premiers, ils sont déjà calés sur. Les premiers sont déjà calés pour passer le poteau noir là, ou en train de finir de se caler, mais ils se calent petit à petit. Ils sont déjà plutôt pas mal. Les derniers bah, doivent gagner dans l'ouest, hein, comme beaucoup. J'ai appris qu'il y avait un problème de grand voile sur Ariel 2, donc qui est ici, le 27e. Donc qui ont un problème de grand voile qui est en mauvais état depuis le golfe de Gascogne, donc ce qui explique un petit peu leur classement alors qu'ils ont un bateau de 2008, sister ship de la Micaline, mais sans foil. Donc un bateau qui pourrait être beaucoup mieux classé. Parce que là, ils sont quand même derrière deux bateaux qui sont des années 98, fin du Globe 98. Donc ce bateau, donc Pip Art Ocean Racing, donc du nom de sa skipper, skippeuse, enfin voilà. Et du coup, derrière le bateau aussi d'Alexa Barrière, qui est aussi un bateau de la génération 2000, pas 2008, mais 98, 1998. Donc pour le Vendée Globe 2000-2001. C'est ça. Donc nous allons maintenant quitter les classes, les IMOCA, donc qui sont, comme j'ai dit là maintenant, il faut gagner dans l'Ouest, pour aller voir les classes 40, où il y a énormément d'écart entre le premier et le dernier, quasiment 600 000. Entre le dernier, donc qui est le dernier bateau qui est Voile Parkinson, équipe Voile Parkinson, je me suis souvenu au moment de relever. Et le premier qui est Crédit Mutuel, qui fait une magnifique course. Et qui n'a pas course gagnée pour l'instant, hein, on va pas exagérer non plus, il a 51 000 d'avance sur Fabien Delay et Sam Goodchild. Ils ont encore un peu de chemin avant de rentrer dans le poteau noir. Donc la course n'est pas gagnée, mais ils sont quand même au niveau des derniers IMOCA à peu près. Enfin, devant les derniers IMOCA. Donc voilà, depuis un petit moment, là, je dis, les classes 40, c'est devenu des bombes de course. Des bêtes de course. Donc vraiment bravo à cette classe. Donc on a Lipinski et Adrien Hardy, donc sur Crédit Mutuel en tête. 15 nœuds 1 depuis 5 minutes. On va aller voir la VMG. VMG 15 nœuds 9 sur 24 heures, 16 nœuds sur 1 heure.
Donc des vitesses assez stables du coup, parce qu'on voit que la VMG sur 1 heure est assez proche de la VMG sur 24 heures. Et là, on voit que 14 nœuds 8 sur 24 heures, 16 nœuds 4 sur 1 heure. Donc là, ça revient un petit peu sur 1 heure, mais c'est quand même... on voit quand même que l'étrave ronde fait parler la poudre, quoi. Et le bateau, ils connaissent vachement plus leur bateau quand même que sur Banque du Léman, où ils connaissent un peu moins le bateau. Ceci peut expliquer cela. Et peut-être des avaries aussi. Des avaries dont ils ne parlent pas. Ils peuvent ne pas en parler. Et qui peuvent expliquer le fait qu'il soit moins rapide que l'autre bateau à dérive. Pas à dérive, mais à étrave ronde. Donc on voit par contre on a une magnifique lutte entre le deuxième et le troisième de la classe 40. Donc il y a 10 000 d'écart, c'est pas grand chose. Donc entre Layton et Aina Enfance à venir. Donc deux bateaux qui sont assez proches, de la même génération. Et du coup qui luttent ensemble, c'est plutôt joli. Et voilà. Donc la flotte, comme j'ai dit, est étalée sur 600 000. Donc d'ici à là-haut, au dernier. On va passer sur nos favoris du coup. Enfin, mais sur les gens que je connais. Donc, Georges Richer et Cédric Château sont sixième. Donc, plutôt belle course aussi. Ils se battent avec Louis Duc et Aurélien Ducrot et Quito de Pavan et Achille Nebou qui sont un petit peu derrière parce que le bateau est un petit peu plus ancien et du coup a un peu moins de puissance. Le bateau de George Richer et de Cédric Château est un peu plus évolué technologiquement et surtout ils connaissent un petit peu plus le bateau même si c'est un projet assez récent aussi alors que on a toujours eux ont quand même connu le bateau quelques semaines avant le départ et surtout le bateau est un peu moins puissant. Donc Louis Duc et Aurélien Ducrot ont un bateau assez puissant aussi, mais sont aussi un peu en retard. On va aller voir notre huitième Pierre-Louis et Caliste. Donc qui sont huitièmes et qui sont talonnés par Eden Red, c'est ça. Donc de Basile Bourgnon et skipper, je connais pas son prénom donc je m'excuse. Mais ils se tiennent en 1000. Enfin, dernière nouvelle, ils se tenaient en 1000. Et donc, on va aller voir ça tout de suite. Voilà, Emmanuel Leroche et Basile Bourgnon. Et donc, du coup, ouais, ils sont à 300. Donc, Pierre-Louis et Khalid sont à 302,4 000 du premier. Et Emmanuel Leroche et Basile Bourgnon sont à 304,4. Donc il y a 2000 d'écart entre les deux. Belle lutte. Belle lutte entre les deux là, c'est une belle bagarre, c'est plutôt cool. Et ils sont suivis par une légende, Bertrand de Broc, et sur Créactuel Côte d'Armor. Donc belle lutte, hein. Je pense qu'ils doivent être un peu fiers quand même d'être suivis par un mec qui a qui a fini devant des globes, je crois. Comme moi, je suis fier d'avoir navigué une fois bord à bord avec Conrad Coleman, hein. Je suis fier de l'avoir fait au moins une fois dans ma vie. Et du coup, derrière, ça continue à... Ça se bagarre, c'est assez serré, hein. Ah, par exemple, là, on voit une bataille entre donc Morgan Urso Poupon, donc sur le numéro 60, et
je vais voir les prénoms ici comme ça, je vais pas faire d'erreur. Et ben je vais pas me risquer au prénom et tout parce que ça va être compliqué. Mais le bateau c'est Iscarine et il y a une belle bataille. Celui qui est devant est à 483 000,4. Donc Morgan sur au poupon. Et derrière 486 000,5. Donc il y a à peu près 3000 d'écart. Pareil, c'est une belle bataille. C'est pour des places d'honneur, mais c'est une belle bataille quand même. Je pense qu'on aime bien se bagarrer même quand c'est une place d'honneur, hein, clairement. Là, pareil, encore une belle bataille. Il y a une belle bataille à 3. On peut aller voir hein, les écarts. Eden... Erendil. Donc Catherine Pour et Pietro Luciani. Donc en 20e position, donc ils sont derrière. Et devant, on a Attitude Manche des Normands, Martin Houchard et Frédéric Duchemin. Donc très beau projet aussi d'ailleurs, par la même occasion. Et qui sont à 542 000 du premier et là 559 000. Ouais, on a quand même 10 000 d'écart entre ces deux-là. Et 540 000. Donc là, on a 2 000 d'écart entre les deux là, par exemple. C'est une belle bataille. Et puis on va aller voir aussi nos derniers. Donc là-haut, on a équipe voile Parkinson. Donc avec Florent Guéguin et Raphaël Offray. Donc qui sont à 690 000 du premier. Donc voilà, ça s'est même encore augmenté depuis tout à l'heure, 690 000. Donc la flotte des classes 40 était étalée sur 690 000, donc bientôt 700 hein, normalement. Et on a notre classe 40 numéro 1 qui se fait un petit passage au milieu des îles du Cap-Vert, donc il doit prendre un bon coup de survente là. Il doit se prendre un bon effet venturier à ce niveau-là. Là, vous voyez là, 27 nœuds, 22 nœuds. Et là, 8 nœuds. Voilà, gros effet des vents et gros effet venturier ici. Les joies des îles hautes. Et du coup, c'est tout. On va aller les voir quand même. Hein. Ils sont actuellement à 8 nœuds 1. Donc là, non, donc, ouais, ils sont moins rapides que d'habitude. Mais bon, ils font quand même une belle course, faut le dire. Je me répète souvent sur leur cas, mais ils font une belle course. À 573,9 minutes du premier. Mais voilà, de toute façon, ils savaient qu'ils partaient pas pour la victoire. Et avec le bateau qu'ils ont, ils font quelque chose de très bien. Et voilà. Et là, du coup, c'est l'arrière de la flotte. Donc là, tandis que l'avant de la flotte de la Transrivable, toute classe confondue, est dans le poteau noir, l'arrière de la flotte est en train de finir de passer les îles Canaries. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur ces paroles qu'on va finir cette vidéo, ce résumé de la Transrivable Jacques Vabre réel. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Et salut, salut, ciao.